Dimanche 1er septembre. À ce stade, je ne sais pas grand-chose de vous. J'ignore à quoi vous ressemblez. Je ne pense pas avoir vu de photos. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes jeune, à peine plus âgé que moi, et que vous avez été nommé récemment. Vous êtes nouveau en somme, comme moi. Voilà qui me rassure. Je me dis que vous n'avez sans doute pas l'assurance de ceux qui sont aux manettes depuis longtemps, ni l'arrogance parfois. Il est même possible que vous tâtonniez encore, que vous manquiez d'expérience. Cela ne me dérangerait pas. Au contraire, moi aussi je débute. Il faut un peu de temps pour acquérir de l'expérience, n'est-ce pas? Il n'y a que dans notre pays où l'on discrédite d'office, sans donner aucune chance à celui qui se lance. C'est comme si on ne croyait pas aux vertus du travail. Il faudrait réussir du premier coup. Il n'en va pas autrement en littérature. On aime à penser que les grandes œuvres se sont faites en un jour, sont sorties telles quelles du cerveau d'un génie, ce qui permet au plus grand nombre de se dédouaner de ne pas réussir. Comment rivaliser si l'on n'a pas été doté par les dieux de ces qualités surnaturelles? Qui cela intéresse-t-il d'apprendre que Flaubert suait sang et eau pendant des semaines sur une phrase, qu'il a fallu au Hongrois et prix Nobel Imre Kertész travailler 11 ans sur son roman Liquidation, dont il a écrit au moins 8 versions différentes avant de parvenir à celle qui fut finalement publiée. Chez nous, on n'aime pas sentir la sueur, ni entendre parler d'efforts. Mais je m'égare. Pardonnez à nouveau cette digression. Je ne peux m'en empêcher. Peut-être cherchais-je à gagner du temps. Mais je ne voudrais pas que vous me reprochiez, comme pour mon dernier manuscrit, un manque de rythme. Trop de lenteur tue, et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ainsi, j'ai attendu quelques jours, une semaine peut-être, avant de faire votre connaissance. C'est vous qui avez demandé à me rencontrer, ce qui semble on ne peut plus normal. On n'imagine pas entrer dans une famille sans être adoubé par le patriarche, ou dans une entreprise sans serrer au moins une fois la main du patron. Tous les événements qui se sont succédés après ce premier rendez-vous avec l'ange poète, je les ai vécus dans un état second, pour avoir commencé sans doute à respirer un autre air, celui de cet éther sublime auquel je venais d'accéder. Je n'étais pas dans les nuages, mais au-dessus, au-delà du soleil. Rien ne paraissait devoir me faire descendre, même si j'hésite, cher A. Je me sens mal à l'aise. En même temps, j'aimerais partir le cœur léger, allégé de tout ce qui me pèse, même de la plus petite broutille. Il est vrai que ce que je vais vous raconter a si peu d'importance que je pourrais en faire l'économie. Je veux vous assurer qu'à l'époque, en tout cas, je ne vous en ai pas voulu. Si aujourd'hui j'ai tendance à vous juger plus sévèrement, c'est que j'ai accumulé à votre égard quelques griefs. Rien de bien important, mais il est préférable tout de même de tout solder avant que je fasse place nette. Sur le moment donc, je vous ai excusé, tout en regrettant ce faux pas que je ne parvenais pas à m'expliquer. Je me souviens d'en avoir appelé à la mémoire d'Henri. Henri, ça ne vous dit rien? J'oublie que vous ne m'avez pas lu, sinon vous l'auriez reconnu. Henri est dans tous mes romans, enfin dans les premiers, dans ceux que vous avez consenti à publier. Il y occupe une place centrale, tout comme ce fut le cas dans ma vie, car Henri, c'est aussi mon père, et en même temps ce n'est pas lui. Vous savez bien comment ça fonctionne, et la liberté que l'on prend avec les uns et les autres. Henri serait surpris, effaré parfois, flatté aussi, je crois, de voir ce que j'ai fait de lui. Il n'empêche que s'il avait beaucoup de défauts, on pourrait même parler de défaillance, c'était néanmoins un gentleman. Henri avait du savoir-vivre. Délicat, distingué, il savait se conduire en toutes circonstances. Comme c'est à peu près tout ce qu'il nous a légué, à mes frères et à moi, il est compréhensible que j'accorde une grande importance aux bonnes manières. Un ami à qui je racontais cet incident, en lui signalant qu'il m'avait marqué, m'a considéré avec commisération, comme si je faisais des histoires pour rien, pour pas grand-chose, comme si je m'attachais à des détails futiles. La pièce où votre secrétaire me fait entrer est exiguë pour un homme de votre importance. Sur votre bureau, je ne remarque rien de particulier. Assise face à vous, j'attends. Vous souriez. Vous n'êtes pas trop impressionnant, pas très grand. Vous avez la mèche un peu rebelle et l'œil sombre. Je vais vous faire un aveu. La première fois que je vous ai vu, je vous ai trouvé un faux air de Gérard Philippe. C'est un compliment.
même si je dois avouer que, si je vénère l'acteur, il n'est pas vraiment mon type d'homme. Comme pour faire durer le plaisir, vous ouvrez lentement un tiroir pour en sortir quelques feuilles dont vous commencez à me faire la lecture. Vous ne me lisez que des extraits, parce que, comme vous me l'expliquez, la règle veut qu'on ne communique pas aux auteurs les comptes rendus des membres du comité de lecture. Vous faites donc une entorse au règlement. Néanmoins, que d'éloges! Vous avez l'air heureux. C'est sans doute que vous aimez faire plaisir. À moins que vous ne pensiez avoir décroché avec moi, non pas le gros lot, il ne faudrait pas exagérer, mais un bon numéro. J'imagine que c'est le cas à chaque fois avec un nouvel auteur. Je mesure d'autant plus votre déception ultérieure. Pour un coup d'essai, donc, on connaît la suite. C'est en gros ce qui ressort de tous ces commentaires. Je n'en tire aucune gloire. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne suis pas tout à fait là, pas tout à fait moi-même. Pas seulement parce que la machine s'est emballée et que je suis un peu dépassée, mais pour une raison qui appartient à mon caractère. J'ai tendance à me sentir en dehors, comme si je n'étais pas concernée. Pour dire les choses autrement, si des louanges me sont adressées, je suis encline à considérer qu'il s'agit d'une erreur. Si j'ai réussi quoi que ce soit, c'est probablement dû au hasard. En même temps, je n'en suis pas totalement convaincue, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Une part de moi se réjouit et se félicite, tandis que l'autre moitié regarde avec ironie ce qu'elle juge comme une imposture. Devant vous, pourtant, ce jour-là, je me sens plutôt apaisée et à l'aise. C'est ce qui arrive le plus souvent lors d'une première rencontre, en ce qui me concerne du moins. Ayant le sentiment que l'autre ignore tout de moi, j'ai l'assurance de celle à qui peut profiter encore le bénéfice du doute. En amour, ce n'est pas différent. Lors de la seconde rencontre, le regard est déjà moins neuf et peut-être moins bienveillant. Différent, en tout cas. En parachute, quand on s'apprête à sauter la deuxième fois, n'a-t-on pas perdu sa candeur, sa naïveté, au profit d'une appréhension, sinon d'une peur panique? Ce jour-là, il fait chaud. À l'extérieur, mais davantage encore dans votre bureau. Dans cette pièce, je ne me souviens pas avoir vu de fenêtre. Il n'y avait donc pas d'autre issue que la porte. Voilà ce qui d'ordinaire me terrorise. Mais vous souriez. Vous êtes de bonne humeur. Moi aussi. Soudain, vous vous tournez légèrement, de 3/4, en vous baissant pour atteindre le placard situé derrière vous. Je suis attentive à chacun de vos mouvements, en silence. Il ne faut pas compter sur moi pour alimenter la conversation. Et voici que sur votre bureau, vous déposez une bouteille de bière. Vous vous retournez à nouveau. Je m'inquiète. Je n'aime pas la bière, mais le regrette. Je me doute, même si nous sommes en fin d'après-midi, qu'un verre de vin blanc est exclu. Ouvrir une bouteille juste pour moi. J'imagine que vous avez du coca ou je ne sais quelle autre boisson gazeuse. Tout me convient, à vrai dire. Je ne vais pas commencer à faire la difficile. Vous avez posé un verre à côté de la bouteille. Vous prenez votre temps. La journée a sans doute été longue et fastidieuse, jalonnée comme souvent de contrariétés. Je suis probablement à votre dernier rendez-vous et vous vous détendez enfin. À présent, avec le décapsuleur, vous ouvrez la bouteille. Je souris en écrivant. Savez-vous pourquoi, cher A? Il me revient une autre des critiques qui ont été formulées au sujet de mon dernier manuscrit. Des lecteurs ont été déroutés par l'aspect encore trop elliptique et discontinu de la narration. Ce « encore », je ne l'ai pas vraiment compris. Il n'empêche que cette fois, je n'ai pas l'intention de tomber à nouveau dans ce travers et de vous décevoir. La bouteille ouverte, vous versez lentement, tout en penchant le verre, la bière qui mousse à peine, dorée comme un soleil. C'est à la mer que je pense, quand sur vos lèvres se dépose une fine écume que vous faites disparaître d'un coup de langue. Ravi. Et puis je ne sais plus. Vous me dites encore 2 ou 3 choses que j'ai oubliées, que j'entends à peine, trop occupée à vous regarder boire. J'ai soif soudain, terriblement, de plus en plus. J'en ai mal au ventre. Je n'ai jamais eu aussi soif. Quoi d'autre? Rien. Vous avez fini votre verre, attendu de le terminer avant de mettre un terme à notre entrevue.
notre première rencontre. Depuis, j'ai essayé de me mettre à la bière. Je vous assure que j'ai fait des efforts. N'ai-je pas passé quelques mois en Allemagne, où tout a été tenté pour me guérir de ce que l'on considère là-bas comme une infirmité? J'ai goûté aux blondes, aux brunes, aux ambrées, aux blanches, même à la bière de Cologne, dont on m'avait vanté la douceur. Je me suis risquée à essayer je ne sais combien de mélanges. Panaché, Berliner Weisse au sirop de framboise, Bismarck composé de bière et de champagne. Je suis allée jusqu'à expérimenter le diesel, union détonnante de bière et de coca. J'oubliais, j'ai aussi testé la bière chinoise, la Tsingtao, mais rien n'y a fait. Les années passent et le dégoût demeure. L'incompatibilité reste totale. Elle était là avant vous, je vous rassure, mais je soupçonne que cet incident n'a rien arrangé. En y réfléchissant, je me demande si je n'ai pas fait une erreur d'interprétation. Votre attitude n'était peut-être pas aussi innocente qu'il y paraît. Qui sait s'il ne s'agissait pas d'un test dont vous étiez coutumier? Si vous n'avez pas voulu me mettre à l'épreuve, découvrir ce que j'avais dans le ventre. Si c'était le cas, vous avez vu. Je ne me suis pas levée d'un bond, ne me suis pas écrié « à la vôtre » ou « zum Wohl » ou encore « j'espère qu'elle est bien fraîche ». Vous avez raison, ce temps donne soif. Mais je suis restée vissée sur mon siège, à vous sourire, béatement, stupidement. Je n'avais que 33 ans et vous étiez mon premier éditeur. Je n'en avais encore jamais vu de près.